Au cours de ce chapitre, nous verrons comment l'ADN est répliqué dans les organismes vivants. La réplication par mécanisme semi-conservatif se fait par copie simultanée de chacun des deux brins de la molécule d'ADN au cours de la phase S du cycle cellulaire. À la suite de cette réplication, chacune des nouvelles molécules d'ADN comporte donc un brin parental et un brin nouvellement synthétisé. La réplication
L'étape suivante voit la fixation de 2 ADN polymérases sur chacun des brins d'ADN. L'étape Comme je viens de le signaler, l'élongation est un phénomène monodirectionnel et nous allons voir que cette caractéristique va faire que le mécanisme d'élongation sera différent pour chacun des 2 brins de la molécule d'ADN en raison de leur orientation antiparallèle. Cette élongation sera continue sur le brin dit avancé et discontinue sur l'autre brin que l'on appellera retardé. La reconnaissance de l'origine par le complexe d'initiation de la réplication va ensuite être suivie de la mise en place de 2 fourches de réplication qui vont avancer sur le double brin d'ADN de manière opposée. Voyons tout d'abord la situation au niveau de la fourche numéro 1 en fixant arbitrairement une ligne de partage avec la 2e fourche sous la forme d'un trait pointillé. Au niveau de la fourche numéro 1, le positionnement et l'orientation 5', 3' des 2 amorces ARN, synthétisées par l'activité primase, vont définir un brin dit avancé, celui sur lequel la synthèse du brin nouvellement synthétisé se fera de manière continue au fur et à mesure de l'avancée de la fourche de réplication, et un brin dit retardé, car nous verrons que la synthèse du brin nouvellement synthétisé à ce niveau se fera de manière discontinue. Si nous considérons maintenant la fourche numéro 2, nous pouvons à nouveau définir de la même manière un brin avancé et un brin retardé. En raison du sens d'avancement opposé des 2 fourches, le brin avancé de la fourche numéro 1 est dans la continuité du brin retardé de la fourche numéro 2. Et bien sûr, l'inverse est vrai pour l'autre situation, le brin retardé de la fourche numéro 1 sera dans la continuité du brin avancé de la fourche numéro 2. Au fur et à mesure du déplacement des fourches de réplication, il y aura synthèse de nouvelles amorces ARN afin de permettre la réplication des brins retardés de chacune des 2 fourches. Les fragments amorces ARN, brins ADN néosynthétisés, présents au niveau des brins retardés s'appellent les fragments d'Okazaki, du nom du biologiste japonais qui a découvert leur existence. Cette planche résume les différentes étapes que nous venons de décrire. On retrouve en effet l'ADN polymérase, répliquant le brin avancé de manière continue en utilisant l'amorce ARN initialement synthétisée grâce à l'activité primase de l'enzyme. L'activité de l'ADN polymérase chargée de répliquer l'autre brin est compliquée du fait
de l'orientation de ce brin et du fait que la polymérase ne peut allonger un brin d'ADN que dans le sens 5'3'. Dans ces conditions, la réplication nécessite l'intervention de plusieurs amorces ARN qui se positionnent au fur et à mesure que la fourche de réplication avance et qui aboutissent à la formation de fragments d'Okazaki successifs. Ceci se traduit donc par un décalage temporel de la synthèse du brin d'ADN, nouvellement synthétisé, d'où le terme brin retardé pour désigner ce brin d'ADN. L'encart montre la situation réelle des deux complexes polymérases au niveau de la fourche de réplication, avec en effet une très grande proximité entre les deux ADN polymérases. Cette planche résume les différentes étapes que nous venons de décrire. On retrouve en effet l'ADN polymérase, répliquant le brin avancé de manière continue en utilisant l'amorce ARN initialement synthétisée. La finition des brins nouvellement synthétisés va nécessiter dans un premier temps l'élimination des amorces ARN. Cette élimination sera réalisée soit grâce à l'activité ribonucléase de l'ARNase H, qui digère spécifiquement les molécules ARN hybridées à un brin d'ADN, soit grâce à l'activité exonucléase de certaines ADN polymérases de type 1. Dans un deuxième temps, l'activité polymérase de l'ADN polymérase de type 1 permettra de combler les séquences laissées vacantes par la digestion de l'ARN. Enfin, la dernière étape fera intervenir l'action d'une ligase afin de rétablir la continuité du brin d'ADN nouvellement synthétisé. La dernière étape de la réplication est celle de la terminaison. Cette étape va impliquer la séparation physique des deux nouveaux doubles brins. Chez les bactéries, cette étape fera intervenir des séquences particulières, dites séquences terminator, présentes sur le chromosome circulaire bactérien. Par ailleurs, cette terminaison fera également intervenir plusieurs protéines, comme le facteur TUS, chargé de reconnaître les séquences d'arrêt, et une topoisomérase particulière qui catalysera la séparation des deux brins grâce à son activité de clivage. Le mécanisme général de la réplication de l'ADN dans les cellules eucaryotes est globalement le même que celui des cellules prokaryotes dont nous venons de parler. Je voudrais néanmoins pointer quelques particularités du monde eucaryote. Chez les eucaryotes, la synthèse de l'ADN est réalisée à un moment particulier de la vie cellulaire. En effet, la synthèse de l'ADN nucléaire est réalisée pendant la phase S du cycle cellulaire. Par ailleurs, chez les eucaryotes, et à la différence des prokaryotes, il existe plus d'une origine de réplication pour chacun des chromosomes. Ainsi, chez l'homme, on dénombre plus de 20 000 régions chromosomiques capables de fixer le complexe de reconnaissance de l'origine de réplication, symbolisé par l'acronyme ORC. Chaque origine de réplication définira une unité de réplication qui s'étendra sur environ 100 à 200 000 paires de bases jusqu'à l'unité de réplication suivante. On donne le nom de réplicon à ces unités de réplication qui fonctionneront de manière autonome. La présence de nombreux chromosomes et l'organisation particulière de l'ADN chromosomique des cellules eucaryotes s'accompagnent de la présence de nombreuses protéines additionnelles chargées d'assurer la maintenance et le bon fonctionnement de la réplication. L'activité de nombreuses protéines nécessaires à la réplication est sous la dépendance de cycline et de kinase, associées au déroulement du cycle cellulaire et que vous retrouverez sans peine dans le cours de biologie cellulaire. Comme chez les bactéries, la réplication de l'ADN des cellules eucaryotes va nécessiter l'intervention d'ADN polymérase. Comme vous pouvez le voir sur cette planche, il y a une certaine inflation dans le nombre d'ADN polymérase
en comparaison de la situation que nous avions vue chez les prokaryotes. Cette inflation traduit la complexification biologique entre le monde des prokaryotes, êtres unicellulaires, sans noyau, et celui des eucaryotes. On constate ainsi une certaine spécialisation des différentes polymérases. Ainsi, l'ADN polymérase A, ou alpha, sera responsable de l'initiation de la réplication, tandis que l'ADN polymérase D, ou delta, sera la polymérase majeure de l'élongation, et que la réplication de l'ADN mitochondrial reposera sur le fonctionnement exclusif de l'ADN polymérase G, ou ADN polymérase gamma. À côté de leur activité polymérase, certaines de ces enzymes peuvent avoir une activité exonucléase, activité dont nous verrons tout l'intérêt dans les mécanismes de réparation. L'activité de ces différentes polymérases nécessitera par ailleurs l'intervention de nombreuses protéines qui seront associées aux polymérases, comme la protéine de réplication RPA ou le facteur de réplication RFC. Pointons rapidement quelques autres différences. L'élimination des amorces ARN fera intervenir chez les eucaryotes une protéine spécifique supplémentaire appelée FEN1. On ne trouvera pas l'équivalent des séquences Terminator et des protéines TUS. Par contre, on rencontrera des coésines présentes pour stabiliser les chromatides jusqu'à l'anaphase lors de la réplication des chromosomes. Nous avons vu qu'à la différence des bactéries, l'ADN des cellules eucaryotes est organisé autour des nucléosomes. Nucléosomes dont il convient donc de doubler le nombre lors de la réplication de la molécule d'ADN. Les nouveaux nucléosomes se répartissant de manière aléatoire sur chacun des deux nouveaux doubles brins. Enfin, bien que l'ADN contenu dans le noyau des cellules eucaryotes ne soit pas circulaire, il y aura également intervention de plusieurs topoisomérases pour parfaire la réplication. Le rôle majeur de ces topoisomérases dans la réplication est illustré par le fait que ces enzymes sont une des cibles privilégiées des molécules à visée thérapeutique antitumorale. Ainsi, l'irinotecan, qui est un inhibiteur de la topoisomérase de type 1 humaine, est utilisé pour traiter les cancers du côlon. La fourche qui se déplaçait vers la droite aboutit à la séparation totale des deux brins de la molécule d'ADN au niveau de l'extrémité du chromosome. La fourche
Lorsque cette opération aura été réalisée plusieurs fois, 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 l'importance de la réplication pour la vie cellulaire en fait une cible thérapeutique privilégiée lors de la recherche de nouvelles molécules médicamenteuses. Il y a plusieurs niveaux auxquels peuvent s'adresser ces molécules. Ainsi, les analogues de nucléotides, comme le 5-fluorouracile ou le cytosine arabinoside par exemple, peuvent se substituer aux désoxyribonucléotides physiologiques pour venir perturber la réplication. D'autres molécules, comme la sarcomycine, inhibera les ADN polymérases de type 1 et 2 et pourra donc, de cette manière-là, agir comme un antibiotique. Nous avons vu que d'autres molécules peuvent inhiber la réplication au travers de leur action sur les topoisomérases. La bléomycine est une molécule qui peut inhiber la réplication en créant des dommages au niveau de l'ADN et en inhibant la réparation. Les agents alkylants, le psoralène ou les intercalants peuvent venir bloquer la réplication, soit en créant des liaisons covalentes entre les brins d'ADN, soit en venant se fixer sur l'ADN et bloquant les ADN polymérases. Donc vous voyez qu'il existe de très nombreux points d'impact de ces molécules au niveau donc de la réplication. La réplication de l'ADN mitochondrial est quelque chose de relativement particulier aux cellules eucaryotes. En effet, nous allons avoir affaire à la réplication d'un matériel circulaire alors que l'ADN présent dans le noyau est bien sûr un ADN présent sous forme linéaire. La réplication donc de cet ADN mitochondrial circulaire va se faire en utilisant curieusement deux origines de réplication, va se faire en utilisant une ADN polymérase particulière qui est l'ADN polymérase gamma, et va faire intervenir une structure également particulière, puisque nous allons avoir une structure intermédiaire lors de la réplication d'un ADN à 3 brins. Les deux origines de réplication sont appelées origine de réplication du brin lourd et origine de réplication du brin léger, ces termes lourd et léger étant utilisés pour définir chacun des deux brins de la molécule circulaire sur la base de sa richesse relative en nucléotides parmi les plus qui ont la masse la plus élevée. La première étape va donc consister en une fixation de l'ADN polymérase gamma au niveau de l'origine dite de réplication du brin lourd. Cette fixation va s'accompagner d'une ouverture, d'un déplacement donc des deux brins, et cette polymérase va donc commencer à recopier le nouveau brin parental lourd en prenant bien sûr comme matrice le brin léger parental figuré ici en bleu. Nous avons donc une structure intermédiaire dans laquelle nous trouvons
le brin parental léger figuré en bleu, le brin parental lourd figuré ici en rouge, et le nouveau brin en cours de synthèse. Donc nous avons une structure à 3 brins très particulière, ce que l'on appelle une boucle, que l'on appelle une boucle de déplacement ou la déloupe. Au fur et à mesure de l'avancée de cette déloupe, c'est-à-dire de l'activité de la polymérase, nous allons arriver à un moment où, en déplaçant le brin parental lourd, nous allons démasquer sur ce brin une origine de synthèse, l'origine de réplication du brin léger. À partir de ce moment-là, une deuxième molécule d'ADN polymérase pourra donc se fixer sur ce brin parental lourd pour commencer à recopier, en sens inverse bien sûr, dans le sens 5', 3' qui lui est propre, le brin léger néosynthétisé, jusqu'à ce que, bien évidemment, on ait fait le tour complet du cercle et qu'ensuite, donc, on ait obtenu, à la fin de la réplication, 2 molécules néosynthétisées, chacune d'entre elles comportant un brin parental et un brin néosynthétisé. À côté de cette réplication asynchrone impliquant 2 origines de réplication, il a été décrit une réplication bidirectionnelle dans certaines situations cellulaires, en particulier dans certaines situations de croissance. Comme nous venons de le voir, la réplication de l'ADN mitochondrial fait intervenir de nombreuses protéines accessoires à côté de l'ADN polymérase G. Ces facteurs sont d'origine nucléaire, ce qui fait que la réplication du génome mitochondrial est en fait sous la dépendance de la formation génétique présente dans le génome nucléaire. Cependant, à la différence du génome nucléaire dont la réplication est assujettie au cycle cellulaire, la réplication de l'ADN mitochondrial n'est pas limitée à la phase S du cycle cellulaire. Nous avons évoqué jusqu'alors la réplication de l'ADN qui forme généralement le matériel génétique des êtres vivants. Cependant, chez un certain nombre de virus, le matériel génétique est constitué d'ARN. Le génome des virus ARN peut prendre différentes configurations, segmenté ou non, bicaténaire ou simple brin, de polarité négative ou positive. La réplication de l'information génétique stockée sous forme d'ARN nécessite la synthèse de nouvelles molécules d'ARN grâce à l'intervention d'une ARN polymérase ARN dépendante, qui utilisera l'ARN viral comme matrice. Une autre capacité de certains virus ARN est leur capacité de reproduire une molécule d'ADN à partir d'ARN génomique, comme dans le cas des rétrovirus tels que le VIH par exemple. La réplication et l'expression du génome des rétrovirus nécessite la synthèse d'un intermédiaire ADN double brin. Synthèse qui est assurée par une ADN polymérase ARN dépendante associée au virion et que l'on appelle également reverse transcriptase. Après entrée des ARN viraux dans la cellule, la synthèse du premier ADN est amorcée par la liaison d'un ARNT. L'ARN de l'hybride ADN-ARN, qui vient d'être formé, est ensuite dégradé par l'activité RNase H de l'enzyme reverse transcriptase, à l'exception d'une petite séquence PBS qui sera utilisée pour amorcer la synthèse du deuxième brin d'ADN. L'ADN double brin ainsi obtenu pénétrera dans le noyau et s'intégrera dans le génome de la cellule hôte sous forme d'un provirus. La transcription de cet ADN proviral intégré permettra alors d'obtenir des ARN messagers viraux. Une partie de ces ARN seront traduits par la machinerie de traduction de la cellule hôte et produiront les protéines virales nécessaires à la formation de nouveaux virus. Une autre partie des ARN transcrits
sera intégré dans les particules virales qui viennent d'être formées et en constitueront donc le génome, avant que ces virus ne soient relâchés à l'extérieur de la cellule pour réaliser un nouveau cycle d'infection.